Bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus et on va s'intéresser à la grande question du moment. Et j'entends souvent cette question, je peux vous le dire, de la part de chefs d'entreprise de tous les secteurs, c'est comment rendre plus efficace ma prospection commerciale en 2020. Question évidemment qui vous taraude, merci d'être là, nous sommes en direct. Vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous intéressent, on va essayer d'y répondre bien entendu. Et j'ai le plaisir d'être avec Michel Brébion. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Vous êtes expert en stratégie commerciale et CEO de l'agence Winbond, Winbond, agence référente en France en stratégie d'acquisition de prospects, tout secteur d'activité. C'est vrai que cette question concerne tous les secteurs d'activité, donc tout secteur d'activité en B2B, inbound marketing, account marketing, pardon, social selling et CRM. Et vous dirigez également le centre de formation des commerciaux 3.0 Winbond Sales. Alors, comment rendre votre prospection commerciale, je dirais, plus efficace et je dirais dans un contexte un peu particulier puisque la relation commerciale est de plus en plus distancielle. Dans ce contexte, quelles sont les nouvelles pratiques? Quelles méthodes commerciales adoptées en 2020? Quels sont les nouveaux, je dirais, outils pour les commerciaux? Comment construire finalement un parcours, du parcours prospect, du contact à la vente? Question qui vous taraude également. Et puis, il y a quelles stratégies d'acquisition marketing digital, comment décrocher les ventes avec le social selling, quelles attitudes face à la Covid, ça va être la toute première question. On va essayer de répondre à toutes ces questions. Mais justement, Michel, cette première question, est-ce que la Covid a profondément, voire totalement modifié la relation commerciale? Alors, je dirais alors déjà bonjour à tous et je pense que les auditeurs partageront sans doute parce qu'ils vivent comme nous tous le contexte actuel. Je dirais qu'il y avait déjà une accélération de la modernisation du processus commercial et que la Covid vient accélérer du coup les changements qui s'opèrent. Et ce qu'on aurait sans doute mis 3-4 mois ou 6 mois à modifier dans tous ces changements, c'est de façon très accélérée. Donc moi, je pense qu'il y a 3 approches en 2020 qui modifient réellement par rapport à la Covid. C'est la digitalisation des processus qui sont largement amplifiés, donc processus commercial, processus de visioconférence, donc la vente en distanciel. Et là, c'est quand même un enjeu majeur à réussir. Et puis le télétravail, donc aussi un rythme de travail pour nos clients comme pour les commerciaux, les directeurs commerciaux qui changent. Et donc ça, c'est 3 éléments, je pense, majeurs qui modifient du coup réellement tout ce qui se déroule aujourd'hui dans les nouvelles pratiques. Ouais, ouais. Si je vous suis bien, Michel, vous dites qu'on a gagné, quoi, on a fait un bond en avant de 6 mois, c'est ça? Voire En un fait, an? oui, ce que je veux dire, c'est qu'on aurait mis 1 an, 2 ans, 3 ans à mettre en place ce type de changement. Et globalement, en 3 mois, il y a une sorte de basculement dans la vente en distanciel. Il y a par exemple la formation commerciale était presque pas discutable si elle n'était pas physique avec le client. Aujourd'hui, c'est normal. Et moi, je retiens, parce qu'il faut être positif aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut, c'est plutôt échanger du coup des bonnes pratiques ensemble là, pendant ce webinaire. Il faut être assez positif. Moi, je dis toutes les entreprises sont dans le même contexte. Donc, le combat est le même et on s'en sortira tous ensemble et tout secteur d'activité confondu. Deuxième élément, moi, je retiens quand même la capacité forte des entreprises françaises à s'adapter à la visioconférence et au télétravail, à faire un peu pâlir les anglo-saxons. C'est-à-dire quand on dit souvent, on a un retard, on en parlera sans doute sur les outils de CRM, etc., on a un retard en France, mais on a quand même une capacité en France qui a été remarquable. Et je pense qu'il faut le souligner parce que c'est quand même un élément pour lequel on peut être très content. Et l'autre élément, c'est que je pense que tous les clients, quelles que soient les activités, sont ouverts à l'échange et à trouver des solutions dans un contexte qui est inédit et encore une fois qui concerne tout le monde. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Ça a accéléré des pratiques nouvelles, ça modifie l'organisation du travail, ça modifie le rapport aux clients, ça c'est sûr. Mais on est un peu tous dans la même configuration et tout le monde a envie de trouver des solutions et tout le monde a envie d'avancer parce qu'il faut qu'on avance. Donc, on est tous concernés, effectivement. On va essayer d'être Exactement. le plus concret possible. Michel, admettons, je suis directeur ou directrice commerciale. Dans ce contexte, je commence par quoi pour m'adapter? Alors déjà, je pense qu'il faut faire un peu une croix sur le plan d'action à 12 mois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une direction à moyen long terme dans une entreprise, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, vous avez tellement de modifications, je veux dire, par rapport au contexte économique,
que le plan d'action doit être revisité pour moi par trimestre. Et on doit avoir du coup des objectifs trimestriels, se redonner peut-être des actions rapides à faire sur les 3 mois, mais on ne peut plus être sur quelque chose qui est très très loin, ça bouge trop. Donc il faut se réadapter, c'est sans doute ce qu'on va évoquer pendant ce webinaire. Deuxième élément, moi je suis directeur ou directrice commerciale, faut relancer l'équipe commerciale. L'équipe commerciale, c'est compliqué, hein. Je veux dire, vous avez des entretiens qui sont avec le masque, donc en termes de captation de l'émotion du client, je pense que c'est pas simple. Vous êtes en distanciel, vous-même, le rythme du travail des commerciaux a été un peu cassé par tout le confinement, par un rythme commercial qui n'est pas le même. Donc moi, je dirais réécrire un plan d'action plutôt à court terme, avec des ambitions, des objectifs, des actions rapides à mettre en place. Et le long terme est une direction à tenir, mais ce n'est pas celle qui doit être la vitesse du moment. Deuxièmement, donc relancer l'équipe commerciale avec de l'animation, et effectivement prendre en compte leur contexte aussi des commerciaux et des objectifs atteignables. Il faut revoir des objectifs peut-être plus courts, plus atteignables pour les motiver, lancer éventuellement des défis. Ça peut être une bonne idée de lancer un petit défi trimestriel. Et puis un élément qui est extrêmement important à mon sens, il faut réadapter l'offre commerciale par rapport au contexte. Ça veut dire réadapter l'offre. Donc je peux peut-être modifier l'offre produit que j'ai et qui fonctionnait bien, mais elle doit être adaptée. Dans ma présentation de l'offre, je dois, à mon avis, considérer ce contexte et en tenir compte, et donc être peut-être avec des approches par secteur d'activité qui sont en difficulté ou par secteur qui sont en développement possible. Et je pense qu'on doit revoir aussi la durée des contrats. Il est beaucoup plus difficile dans le contexte où on est d'engager un contrat de 24 mois, de 12 mois, et donc il faut peut-être accepter de l'engager pour 3 mois, 6 mois, mais en tous les cas, continuer à travailler avec le client, donc réadapter sans doute la durée du contrat, réadapter la présentation de l'offre et puis réadapter éventuellement son offre par des choses plus efficaces et qui répondent véritablement aux besoins du client qu'ont changé dans un contexte un peu plus délicat. Quand vous évoquiez la redynamisation des équipes, c'est vrai que, par exemple, cette idée de créer des petits défis trimestriels, c'est une manière aussi d'embarquer les équipes qui sont souvent, je dirais, à distance pour travailler, mais on abordera cette question plus de l'attitude, finalement. Mais on va rester sur cette vision, sur ce que je dois faire. Est-ce que je dois finalement revoir mes méthodes commerciales aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense, sans jugement de ma part, je pense qu'on a des méthodes commerciales, des fois dans des entreprises assez traditionnelles, et qui souffrent du coup du distanciel, de la visioconférence, de la distance qu'on a avec les clients. Je veux dire, quand vous étiez dans des modes de prospection sur des salons, je pense souvent dans vos activités B2B, où vous étiez sur des modes effectivement de relations clients très physiques, il y a eu un changement profond qui s'est déjà opéré. Là, il y a une adaptation qui a été forte. On entend, parce qu'on a la chance d'accompagner des centaines d'entreprises en France, on a eu des entreprises qui nous disent les équipes se sont globalement bien adaptées, ce qui ne résout pas le souci des salons qui n'ont pas lieu. Et il faut être assez solidaire du coup des organisateurs. Donc moi, je pense qu'effectivement, il faut soit revoir sa méthode, soit en tous les cas la reposer, la rechallenger. En un, moi je dirais qu'il faut analyser du coup ce que je vais appeler comment on traite les opportunités commerciales dans l'entreprise. Donc c'est quoi les canaux que j'ai? Donc, j'ai les salons, j'ai les appels téléphoniques, j'ai les emails, etc. Donc, je rechallenge un peu tous les canaux que j'ai parce qu'ils ont changé avec effectivement les changements des pratiques commerciales liés à la modernisation du processus rendu obligatoire par rapport au Covid. Comment travaillent mes équipes commerciales? Quels outils? Quels traitements? Qui répond aux emails? Est-ce que c'est l'assistante de direction? Est-ce que ça tombe sur des gens qui font de la préqualification? Est-ce que c'est le commercial qui reçoit l'email? Est-ce qu'il y a un pipeline de vente pour suivre les opportunités? Est-ce qu'il y a des contacts qui ne sont pas appelés? Est-ce qu'il y a des contacts de salon de l'année dernière qu'on pourrait relancer? Il faut en tous les cas, à mon sens, reposer ce qu'on appelle chez nous, alors on appelle ça l'atelier de traitement des leads, c'est qu'on repose l'organisation commerciale, le traitement des différents points de contact, et on essaie de rendre tout ça efficace. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est on parle souvent de l'expérience client, moi je parle souvent de l'expérience prospect, parce que je fais de la stratégie d'acquisition de prospects. Il y a un enjeu majeur du parcours du prospect. Et donc, on doit faire en sorte qu'il n'y ait aucune rupture. Il n'est pas normal que des prospects soient abandonnistes, il n'est pas normal que des prospects soient maltraités parce qu'ils sont du coup dans les mauvaises mains, ils sont distribués dans l'entreprise, il n'y a pas d'organisation. Ça, c'est un vrai enjeu à reposer en ce moment par rapport à des nouvelles pratiques et à reposer aussi par rapport à peut-être des trous qu'il y avait dans la raquette qui étaient acceptables
qui le sont peu parce qu'aujourd'hui, on doit rater aucune vente. Et donc, on doit être dans une notion qu'on appelle chez nous, dans la partie commerciale, la notion de la continuité commerciale. En fait, on doit à la fois continuer les pratiques commerciales par rapport au changement de contexte, mais on doit tenir compte de notre environnement par rapport à des points de contact qui ont été modifiés et par rapport à une organisation peut-être à améliorer au sein de l'entreprise pour tout traiter, rien oublier, retravailler les abandonnistes et surtout bien traiter les prospects qui sont peut-être moins nombreux par rapport à la conjoncture et donc sur lesquels on doit être très efficient. Michel, vous avez déjà répondu, je crois, à une question qui vient de nous arriver. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs. Qu'est-ce qu'une approche commerciale non traditionnelle? C'est un début de réponse parce qu'on va aller un tout petit peu plus loin. Ce que vous dites est super intéressant, mais concrètement, qu'est-ce que je dois changer en termes de méthode commerciale? En termes de méthode commerciale, il y a une expression que j'aime bien. J'ai un copain au Canada qui me dit les bottines doivent suivre les babines. Ce qui veut dire qu'en fait, les actions doivent suivre les paroles. Donc déjà, en termes de méthode, moi je pense, et encore une fois, je ne porte aucun jugement, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre en place des recettes qui ont fait leurs preuves et non pas être à essayer de tester des choses pour regarder ce que ça va donner. On est dans un contexte qui est plus resserré, où il faut être plus efficace, il faut que l'équipe commerciale soit plus efficiente, et il faut que du coup, toutes les actions marketing et commerciales qu'on mène amènent des résultats. Donc en un, il faut que les actions suivent les paroles, donc il faut qu'on avance, il faut qu'on arrête de perdre du temps, on avance. Donc moi, en tous les cas, concrètement, ce que je changerais dans la méthode, c'est contextualiser l'approche commerciale, c'est-à-dire être très empathique, être à l'écoute du marché et du coup contextualiser la réponse que je fais au client. Je ne vais pas aller faire une réponse inadaptée dans un contexte qui serait peut-être difficile pour le client. Tous les clients et tous dont nous faisons partie, tous ensemble, on voit bien que nos objectifs sont en train d'être revus et corrigés et qu'on doit gagner du temps, être efficace et avoir des réponses très précises aux enjeux du moment. Ça peut être un changement de marché, ça peut être un nouveau produit. Donc, c'est contextualiser l'approche commerciale. Autre élément que je trouve important, qui rejoint ce que je dis, c'est personnaliser la réponse. Et cette réponse, il faut la co-construire. Attention, aujourd'hui, le distanciel, donc, dans lequel on se retrouve un petit peu obligé, on a de moins en moins de relations clients, nous fait perdre en fait la captation d'émotion du client. Ça nous fait perdre aussi la relation qu'on pourrait avoir. Donc, il faut co-construire sa proposition commerciale. Il ne faut pas envoyer en distanciel une proposition que j'ai faite dans mon coin. J'ai eu un entretien client, j'envoie la proposition. C'est que je la co-construis avec le client et je refais des entretiens peut-être intermédiaires pour voir si ça répond à ses enjeux et si, quelque part, la proposition que je lui fais est pile poil dans ce qu'il attend. Je vais juste donner un chiffre. 66% des clients aujourd'hui se tourneraient vers la concurrence dans le cadre d'un contact qui ne serait pas assez humain et contextualisé. Donc, on voit bien qu'au moment où on est, on a moins de temps. Vous le vivez tous, je pense, ceux qui sont connectés avec nous. Quelque part, quand on est en relation client distancielle, c'est plus court, ça doit être plus efficace. On doit être vraiment un expert qui répond aux problématiques, mais derrière, il faut co-construire la proposition et maintenir un lien parce qu'on capte un peu moins d'émotions. Quand vous faites une visioconférence pour présenter une offre, si vous avez 3-4 personnes qui sont en face, on ne capte pas la totalité des émotions des interlocuteurs qui sont en face. Donc, on ne sait pas trop qui pense quoi. Donc, il faut vraiment tenir compte de ces enjeux. Dans la méthode, alors je suis très attaché, moi, à l'outil de gestion client qu'on appelle les CRM. Je pense qu'aujourd'hui, il faut organiser, piloter l'ensemble des opportunités commerciales avec le marketing, mais avec le commerce. Et on doit finement, j'ai envie de dire, savoir quelles sont les opportunités en attente, quelles sont celles où j'ai des propositions à faire et quel est le rythme du commerce. Et donc, un outil de gestion client, en tous les cas, en termes de méthode, me paraît indispensable. Donc ça, c'est ce qu'on préconise. Et je connais du coup Thibaut Duclusio, donc qui est vice-président du coup des DCF Paris. Et c'est en tous les cas un objectif qu'on discute souvent ensemble et une méthode qu'on partage, mais c'est un indispensable. Autre élément, il y a la construction quelque part d'un contrat. Alors nous, on appelle ça le SLS, du coup la construction d'un contrat marketing et commerce. Ça me paraît indispensable. Aujourd'hui, la direction générale de l'entreprise, dans le contexte où on est, et c'est quelque chose qu'on devrait pratiquer, doit orienter une collaboration pour dire maintenant, voilà, commerce et marketing, vous travaillez ensemble, il y a des enjeux majeurs de fin d'année et de début d'année, on s'aligne et on bosse ensemble. Donc voilà un petit peu, moi, les 4 méthodes qui me paraissent du coup essentielles
contextualiser l'approche, co-construire la proposition commerciale avec les sujets que j'évoquais du coup du distanciel qui crée forcément un peu de distance avec le client, la CRM et un contrat de travail entre le marketing et le commerce qui aligne correctement les équipes pour être très efficaces. On va parler de ce contrat. Je voudrais juste te rappeler, parce que cette expression, je l'aime bien finalement, Michel. Les bottines doivent suivre les babines. Alors, juste pour vous dire que les bottines, ce sont les pieds, les babines, ce sont les paroles. Donc, vous venez de le dire, il faut passer à l'action maintenant. Il faut passer à l'action sur les différents points que vous avez évoqués. On reviendra sur le CRM. Je sais que ça vous tient à cœur, ça aussi, et qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la part de beaucoup d'entreprises qui ne sont même pas équipées. Mais on va en parler dans un instant. Vous vous êtes arrêté, Michel, à l'instant sur la construction de ce contrat de collaboration entre marketing et commercial, mais comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on fait finalement? Je crois qu'on fait simple, hein. Je crois qu'on réunit les équipes commerciales et marketing qui ont du coup des objectifs qui sont. Alors, on dit souvent que le commerce va dire le marketing m'adresse des leads qui ne sont pas qualifiés, et puis le marketing va dire j'envoie des leads aux équipes qui ne sont pas rappelées. Bon. Quand on s'est dit ça, on a un peu posé le sujet des deux équipes. Moi, je pense qu'on fait simple, on prend un paperboard et puis on en prend deux. Et d'un côté, on met quels seraient pour le marketing les objectifs des commerciaux et quels seraient pour les commerciaux les objectifs du marketing. Et donc, on crée un contrat avec des obligations pour chacun, qui sont le délai de traitement des leads, les remontées d'informations. Un élément intéressant, c'est que les commerciaux sont des très bonnes sources de contenu rédactionnel pour le marketing. Donc, on a tout intérêt à les faire travailler ensemble. Et donc, il faut que chacun se comprenne. Il faut que chacun ait des objectifs l'un vers l'autre, et il faut des objectifs communs. Et donc, on écrit un contrat où on dit, voilà ce que va faire le commerce pour le marketing, voilà ce que le marketing va faire pour le commerce, et voilà nos objectifs communs. Genre, on doit vous amener 20 leads par mois, 20 opportunités commerciales, et de l'autre côté, on attend de vous que ces leads-là soient rappelés dans les 48 heures. Ça peut être un exemple. Moi, je pense qu'il faut aussi, du coup, prolonger cette réunion, cet atelier de travail entre les deux par des réunions mensuelles. Et ces réunions mensuelles viennent rechallenger les objectifs qu'on s'est donnés et viennent du coup aussi faire des petits réglages nécessaires sur des améliorations de l'alignement pour que du coup les résultats soient atteints. Et ça doit être appuyé par la direction générale qui dit, moi, directeur général, l'un de mes objectifs cette année, c'est d'aligner les équipes pour plus de résultats. Et en fait, après, on peut autour de ça faire des animations, créer du coup du lien entre les équipes. Dans tous les cas, c'est à mon avis un élément extrêmement important. Et aujourd'hui, ce type d'alignement qui est très développé dans les pays anglo-saxons est une vraie source de résultats des équipes et des résultats commerciaux. D'autant que c'est du gagnant-gagnant finalement quand on Exactement. parle de ce contrat. C'est la complémentarité, je dirais, des deux parties pour gagner des parts de marché des clients, leur contrat, charte, ce que vous voulez, mais avec des objectifs. On l'a bien compris. Michel, quand vous parliez de contextualiser, est-ce que je dois repenser ma stratégie commerciale? En fait, ce qu'on évoque un peu là tous ensemble pendant ce webinaire, c'est effectivement on a un peu bousculé quand même sur nos pratiques. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était de dire faisons une photographie de ce qui existe, comment c'est fait et améliorons-le. Mais je pense aussi que dans ce contexte, il faut changer, moi je pense, la stratégie commerciale. Je pense qu'il faut revoir ce que je disais des objectifs trimestriels. Et donc, quand on dit concrètement repenser sa stratégie, c'est peut-être se concentrer sur des comptes stratégiques. Du coup, peut-être se dire, on travaillait sur des cibles clients qu'on attirait, alors peut-être par du marketing, du coup, d'attirer à nous du coup, des clients cibles vidéo. On peut aller du coup sur de la compte-based marketing, qui est une très grosse tendance aujourd'hui. Je travaille sur des comptes stratégiques, c'est-à-dire que où est la marge la plus rapide que je peux atteindre et quels clients les plus rapides que je peux atteindre pour satisfaire les objectifs que j'ai. Donc, moi, je pense se reconcentrer, ou en tous les cas, rechallenger ces objectifs et peut-être aller sur des comptes stratégiques. Parce que du coup, faut avancer, il faut gagner des comptes. Il y a un autre objectif qui me paraît intéressant dans cette contextualisation, c'est peut-être travailler sur de l'upsell. J'ai des clients fidèles avec qui je travaille plutôt bien. Et comme j'évoquais tout à l'heure, de retravailler, rechallenger, repenser son offre produit, c'est peut-être d'aller faire de l'upsell. Donc, si d'un côté, je travaille des comptes stratégiques où j'ai plus de marge, plus de gains, et que de l'autre côté, je vais travailler de l'upsell sur des clients fidèles, je vais aller assez vite dans le développement de mon chiffre. Donc, ça, c'est intéressant. Autre élément qui est intéressant dans un plan d'action d'une stratégie commerciale, c'est privilégier peut-être des secteurs. Alors, on pourrait se dire qu'avec le contexte de la Covid, il y a à la fois des secteurs à relancer, sur lesquels je peux peut-être me positionner, et il y a des secteurs aussi qui restent à potentiel, qui, eux, profitent
du coup du contexte actuel. Et donc, je peux avoir un travail qui est assez simple dans cette stratégie commerciale, c'est l'approche du client similaire à aussi. J'ai un cas client pour lequel j'ai vraiment super bien fonctionné dans l'acquisition du client, dans les résultats que j'obtiens avec ce client. Et ben, c'est peut-être assez simple de se dire, je vais lister tous les clients similaires à ce cas client et je vais profiter de ce cas client pour percer ce marché ou comment dire, percer ce secteur d'activité, pour lequel j'ai aussi une histoire à raconter, un storytelling qui va me faire aller avancer plus vite. Donc voilà trois éléments, il y en aurait sans doute d'autres à discuter de la stratégie commerciale. Et puis un quatrième, c'est peut-être de réorganiser l'équipe commerciale. On peut imaginer que le contexte actuel, des secteurs peut-être effectivement sur lesquels j'étais positionné, sur lesquels je dois aller chercher d'autres secteurs, peut-être qu'il faut réorganiser l'équipe en BU experte. Ou une autre idée, c'est aussi peut-être de la réorganiser avec les profils de commerciaux. J'ai des commerciaux très clairement qui sont différents. J'ai aujourd'hui des éleveurs qui vont plutôt du coup être très bien pour suivre le client et j'ai des chasseurs. Et dans mon contexte, je vais peut-être réorganiser l'équipe commerciale entre mes éleveurs et mes chasseurs. Et autre élément, c'est peut-être une organisation par taille de client, ce qui rejoint un petit peu ce que je disais sur des comptes stratégiques. Donc, moi, je pense qu'effectivement, la stratégie commerciale, elle est à challenger. Les idées que je vous donne, c'est un peu ce qu'on développe chez nos clients. On vient un petit peu retravailler du coup les stratégies commerciales, se redonner du coup aussi de l'entrain, parce que quand on a une nouvelle stratégie au trimestre et puis qu'on se donne des nouveaux objectifs, ça embarque les équipes commerciales, ça embarque le marketing sur des objectifs. Et c'est vrai qu'il faut aujourd'hui se redonner une vraie dynamique, mais moi, je reste optimiste. Des fois, c'est aussi, ce contexte, il vient aussi peut-être nous réveiller sur nos pratiques commerciales, sur nos méthodes et sur le fait qu'il faut revisiter aussi de temps en temps sa stratégie. Donc, moi, je suis plutôt de nature optimiste et je pense que c'est un bon moment pour le faire. C'est un peu le commercial 3.0. Et quand on parle de commercial 3.0, Michel, on pense aux nouveaux outils. C'est une question d'ailleurs que pose Alban, mais on va en répondre à toutes vos questions. Mais il nous dit quel est l'outil le plus adapté pour piloter ce co-travail et surtout le mesurer. Question plus globale, Michel. Quels sont les nouveaux outils pour les sales? Alors moi, j'ai une position sur ce sujet des outils. L'outil n'est qu'un moyen. C'est-à-dire que je mets juste un bémol. Je vois des fois des entreprises qu'on accompagne dans un temps 2, puisqu'ils sont rentrés par l'outil. Donc, ils ont acheté un outil de gestion client. Ils sont équipés d'outils divers et variés. Puis après, ils se disent comment je fais? Donc, moi, je mets juste un bémol, c'est que l'outil amène de la performance. J'en ai rêvé plus jeune quand j'étais commercial. Aujourd'hui, on les a. Ça n'est qu'un moyen. Bien avant, il faut poser sa stratégie commerciale qui est déterminante et poser l'usage des outils. Parce que des équipes commerciales qui n'adhèrent pas aux outils, il n'y a rien de pire. Vous investissez une somme du coup assez colossale et puis du coup, il n'y a pas d'usage et le commercial, il prend ça pour un gadget et au final, ça ne marche pas. C'est un investissement. Et donc, cet investissement doit être réfléchi, posé dans une stratégie et on doit travailler fortement l'accompagnement des équipes en formation, en pratique et en usage. Alors, il y a plusieurs outils qui existent. Il y a la CRM, j'en ai parlé, c'est l'outil central. Pour moi, la CRM, c'est un réceptacle en fait de tout ce qui se passe au niveau du commerce. Et ça me permet en fait de gérer, de piloter les actions commerciales. Donc, ça veut dire que le manager peut les animer à partir de ce pipeline de vente, de ce réceptacle. Donc, ça, c'est super bien. Et ça priorise les actions. Dans les outils qui marchent très bien aussi, on a, dans le contexte dans lequel on est, alors je cite la marque, c'est DocuSign, qu'on utilise forcément pour nous et pour nos clients. C'est un outil de signature électronique. Aujourd'hui, gain de temps, ça renforce du coup la transformation, parce que du coup, globalement, le client, il vous répond dans les 48 heures. On est tous en télétravail, vous envoyez un bon de commande à signer, le client est en télétravail, il n'est pas équipé pour le scanner, même s'il existe des outils comme GenioScan, etc., qui permettraient de le scanner. Il y a une perte de temps et le devis qui devrait arriver, il met 3 semaines. Et puis, entre-temps, les priorités ont peut-être changé. Bon. La CRM, alors j'en cite pas, je peux en citer, mais effectivement, il y a plein d'outils CRM qui sont adaptés, mais on pourra individuellement répondre aux questions sur les outils. On a des budgets très raisonnables aujourd'hui pour avoir ce type d'outils. Donc DocuSign qui fait gagner du temps, qui améliore les taux de transformation. Et puis on a aussi Sales Navigator, qui est du coup une option qui existe sur LinkedIn, qui est une extension. Alors c'est intéressant parce que ça permet de segmenter du coup la base de LinkedIn et ça permet de dire j'ai les prospects à suivre, j'ai ceux qui ont participé à un événement, j'y étais pas, mais ils ont été likés l'événement,
Du coup, je les mets aussi dans cette liste-là et c'est des opportunités pour moi. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, il y a plein d'outils qui existent qui font gagner du temps. On peut avoir des URL raccourcis dans les posts qu'on fait sur LinkedIn. Voilà, donc il y a beaucoup d'outils, mais encore une fois, ne rentrons pas par l'outil, rentrons plutôt du coup par la stratégie qu'on a. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, qui a véritablement évolué, c'est que je peux lier l'outil CRM au marketing. Et donc, quand je lis l'outil marketing et commercial, donc CRM plus marketing automation, qui va du coup, lui, traiter des opportunités qui viennent sur les réseaux sociaux, le blog, le site internet, des listes de ceux qui ont participé à des événements pour faire des emailing, quand je relis le tout, je continue à participer à l'alignement qu'on évoquait tout à l'heure, qui est de désiloter le marketing et le commerce. C'est un enjeu majeur. Moi, je dirais que dans les méthodes, la CRM, qui est le réceptacle commun qui permet de gérer, de piloter, de prioriser, et de l'autre côté, l'alignement du marketing et des commerces pour être plus efficient, c'est des enjeux forts du moment et il faut y aller. Et il ne faut surtout pas rater ces actions très, très fortes du commerce. On a bien entendu d'abord la stratégie et ensuite les outils, ce qui est cohérent puisqu'on va choisir les outils qui s'adaptent le mieux à la stratégie et non pas investir, je dirais, dans tous les sens et peut-être ne pas avoir les outils qui seront acceptés par les équipes commerciales. Voilà. On s'arrête un instant, Michel, sur le CRM parce que je sais que ça vous tient à cœur. C'est quoi les fonctionnalités pour les commerciaux? Les fonctionnalités, alors, elles sont diverses. Je vais en prendre une qui me paraît majeure. C'est l'historisation des échanges avec le client. En un, dans un lieu commun, j'ai toutes les historisations des échanges. C'est-à-dire que quand un commercial est en vacances, son collègue qui le remplace, il a l'ensemble des échanges qui ont lieu. Quand un commercial, parce que ça arrive aussi, et nos conjonctures actuelles font qu'il y a des départs dans les entreprises. Il y a un peu de mouvement, il y a des questionnements. C'est plus le sujet de notre webinaire, mais il y a des vrais soucis RH aujourd'hui. Quand j'ai un commercial qui part, j'ai toute l'historisation. Donc ça, c'est un enjeu majeur d'avenir aussi pour l'entreprise, parce que le commerce, il appartient à l'entreprise. Et donc, si à chaque fois que j'ai un départ, le commercial part avec ses tableaux Excel et qu'il embarque l'ensemble des échanges et que je retrouve plus mes dossiers clients, j'affaiblis le commerce. Donc ça, c'est un élément important et c'est un élément stratégique. Il y a des choses intéressantes, les rendez-vous directement dans l'agenda. C'est un peu comme ce qu'on évoquait sur DocuSign. En fait, le commercial, on lui amène des super pouvoirs. Il a d'un côté la capacité d'envoyer un devis directement numérique qui peut être signé dans la journée et il avance sur ses ventes et donc ça améliore le taux de transfert. De l'autre côté, il peut avancer sur des prises de rendez-vous rapides avec un rendez-vous dans l'agenda. Donc ça, c'est important. Les templates d'email tout fait qui vont exister dans les outils de CRM. Donc vous allez pouvoir envoyer un template tout fait pour le commercial, c'est un gain de temps. On y met dedans un lien. L'enjeu majeur aussi, c'est tout ce qui est tracking. Je peux traquer les emails. Tout à l'heure, j'ai une proposition commerciale que j'ai faite. J'ai essayé de faire en sorte que mon email était de qualité, personnalisé et contextualisé avec du contenu, parce que nous, on fait pas mal d'inbound marketing. J'ai vu que la personne avec qui je l'avais adressé l'a ouvert 3 minutes après. Bon, du coup, je peux traquer mon email. Je peux traquer mes propositions. Si j'envoie une proposition à un client et que je vois qu'elle n'est pas ouverte, l'action que je dois mener, c'est effectivement remonter auprès du contact avec qui je devais faire une vente pour savoir du coup est-ce que ça répond à ses objectifs, etc. S'il n'a pas le temps de l'ouvrir et que moi je suis en attente de me dire et que je dis à mon directeur commercial, t'inquiète pas, j'ai 2 propositions, le mois sera très bon. À part que si le client ne les a pas ouverts, c'est quand même un indicateur. Ça permet de mieux gérer les priorités, puisque je vais avoir en fait dans le pipeline des listes, et dans ces listes de priorités, je vais avoir tous les prospects à qui je dois faire un entretien de découverte, tous ceux avec qui je dois faire une proposition commerciale, mes devis en attente. Je le construis toujours avec les actions, avec des verbes d'action et des actions à faire. Et donc, j'en reviens à un moment et à une option fonctionnalité majeure de la CRM, c'est le pipeline de vente. À tout moment, le commercial sait où il en est. Il sait les actions qu'il a à faire et son responsable, son manager, peut l'accompagner, le piloter sur des enjeux. Si j'ai un goulot d'étranglement dans des propositions à faire, est-ce que je suis bien organisé? Est-ce qu'il me faut un assistanat pour m'aider à aller plus vite? Si j'ai des devis qui sont en attente, est-ce que j'arrive à concrétiser mes ventes? Si j'ai beaucoup d'opportunités qui sont en attente, est-ce que j'ai un rythme commercial suffisant pour traiter mes opportunités? Au contraire, si j'ai aucune opportunité, est-ce qu'on travaille bien avec le marketing pour générer des opportunités? Donc tout ça, ça permet d'avoir une vision globale et un pilotage global. C'est un enjeu majeur. Donc c'est vrai que voilà, et je reviens du coup à cet alignement. Vous allez dire que je suis un peu têtu ce matin, mais du coup ça aligne forcément parce que j'ai une visibilité et ça facilite le management. Donc effectivement, je suis un
un grand fan de ce type d'outil, quel qu'il soit. Ce n'est pas une question de marque d'outils. Il faut un outil adapté à son budget et à ses besoins. Et il y en a sur le marché, mais c'est un élément fondamental aujourd'hui de la modernisation du processus commercial. Je pense que vous allez avoir des questions sur quel type d'outils. On va vous demander des noms d'une manière ou d'une autre, mais on essaiera de répondre sur le chat directement, parce qu'on n'est pas là pour faire la promotion de tel ou tel outil. On est là pour les usages. Alors, vous parliez de CRM, mais quand même, en France, on est très en retard, non? D'après Capterra, qui avait fait une étude récente, il y a 73% des PME qui n'utilisent pas la CRM. Alors, je vais faire une différence entre PME et grands groupes. Les grands groupes sont dans des univers métiers pour lesquels, souvent, ils ont une DSI qui les met dans des écosystèmes Microsoft ou ce type d'environnement. Et donc, ils vont avoir des suites. Ils vont avoir, du coup, l'ERP, ils vont avoir l'outil de facturation, et puis ils vont décliner une CRM. Et donc, souvent, il y a des préjugés, en fait, à mettre en place une CRM. Le dirigeant va dire, non, mais attends, c'est encore un logiciel de plus. Déjà, on a un outil de facturation qui galère un peu. On n'est pas branché à l'ERP, il y a des manips manuels. On a mis en place un site Internet, etc. Moi, je crois que ce n'est pas la question. La question, c'est quel est le bon outil qui va s'intégrer dans l'écosystème que vous avez. C'est ça la question. Et donc, je redéfends un peu ce que je dis, c'est qu'une fois qu'on a fait ça et qu'on a effectivement réfléchi à son écosystème outil, l'enjeu majeur, c'est la bonne prise en main par des formations pour les commerciaux. Ouais. Et la CRM va véritablement augmenter la productivité et des fois faciliter la facturation, parce que ça va être connecté. Et donc, on peut avoir une sorte de suite de produits qui part de la lead gen avec le pilotage du site, du blog, des salons, des emailing, etc. La CRM pour laquelle tombent les opportunités, elles sont traitées par le commercial et je branche ça à la facturation et j'ai quelque part quelque chose de très simple avec des tableaux de bord qui vont me permettre d'avoir du coup. Donc pour moi, ce n'est pas un logiciel de plus, ça l'est si ce n'est pas réfléchi dans l'écosystème. C'est-à-dire que si je prends la marque qui arrive et que je veux le mettre en place et puis qu'après je m'aperçois que je ne peux rien connecter et que ça n'a pas de sens, là, effectivement, c'est un logiciel de plus. Mais enfin, vous les entendez comme moi, Michel, tous ces préjugés. Je sais que vous allez répondre très rapidement parce que vous y avez déjà un petit peu répondu. Et on va vous dire, allez, encore un outil qui va séparer les commerciaux du marketing. Vous l'avez entendu, ça? Mais on l'entend parce qu'en fait, du coup, pendant l'investissement d'une CRM, qui est quand même un investissement important avec peut-être la DSI ou l'informatique, avec les commerciaux, la direction générale, elle se focalise sur la direction commerciale. Et donc, le marketing, on est un peu jaloux, et ils se disent, du coup, ils vont être silotés, ils vont traiter leurs ventes, etc. Et donc, c'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure. Et dans le contrat entre les deux, il faut prévoir que le marketing puisse avoir un œil sur les opportunités qui sont dans la CRM. Et derrière, par contre, ça engage aussi peut-être dans la colonne d'opportunités qui arrivent dans la CRM, le marketing à avoir des objectifs de lead gen. Et donc, c'est encore toujours pareil, faut l'adapter au contexte de l'entreprise, à son organisation, à la culture de l'entreprise. On ne rentre jamais au forcing sur ces sujets-là, mais non, ça ne va pas séparer, ça doit aligner s'il y a un contrat entre les deux. Si on a bien posé qui fait quoi et comment ça fonctionne, au mieux aujourd'hui, de toute façon, dans le contexte où on a tous intérêt à travailler tous en commun pour un résultat plus efficace dans l'entreprise parce que c'est quand même un peu tendu des fois sur le chiffre d'affaires. Donc, si on veut que ça soit moins tendu, soyons efficaces sur les actions et tout le monde s'en portera que mieux dans l'entreprise. Ça rejoint, et permettez-moi de le rappeler, ce que vous disiez tout à l'heure. D'abord, une stratégie, ce contrat ou cette charte entre les commerciaux et le marketing. Et ensuite, on définit les outils. Autre préjugé que vous avez dû entendre, Michel, je vais encore passer mon temps à exporter des statistiques ou encore des tableaux d'analyse. En fait, globalement, on sait que les statistiques commerciales ne sont pas si simples que ça au final. Alors, je ne parle pas de toutes les entreprises, grands groupes, TI, PME qui sont équipées, où là, du coup, c'est simple. Mais dans les PME, souvent, c'est pas très clair. Le commercial a tendance un peu à garder un peu ses chiffres avec lui. On est encore sur des tableaux Excel. Et donc, moi, je pense qu'au contraire, ça permet du coup de moderniser aussi cette partie-là qui est un peu le rapport qu'on peut faire sur les ventes. Et ça permet peut-être de sortir des statistiques sur le panier moyen client, sur le pourcentage de clients signés par rapport à un événement qui a eu lieu ou à une opération marketing. Ça permet de sortir des statistiques sur des clients abandonnistes, sur le taux de fidélisation. Et donc, moi, au contraire, ce n'est pas des outils de suivi.
le rapport, il doit être un rapport qui permet de déployer une stratégie encore plus efficace. Et donc, moi, je crois aussi que le rapport commercial qui est issu de ce type d'outil de CRM modernise aussi la vision qu'on a du commerce et on va découvrir des opportunités. Des fois, on a souvent des préjugés aussi sur notre portefeuille client parce que le commercial, il traite des clients par habitude et donc l'analyse est un élément énorme qui permet du coup de trouver aussi des leviers de développement. Donc moi, je crois que ces rapports un petit peu repensés, réfléchis, donnent des leviers d'upsell, des leviers peut-être de cible auxquels on n'a pas pensé, et en tous les cas permettent avec une analyse d'avoir une mesure, et cette mesure permet derrière de décliner un plan beaucoup plus efficace. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, notamment sur l'approche client, notamment sur les outils. On va y répondre, hein, bien entendu, parce que je voudrais qu'on aborde quand même ce chapitre sur le social selling qui est à la mode. Ça marche bien. Comment décrocher des ventes finalement? Alors, j'ai une amie que j'apprécie beaucoup, qui est experte sur le sujet, qui s'appelle Sylvie Lashkar, elle travaille chez SAP. Je trouve qu'elle donne une bonne définition. Elle dit qu'avant tout, le social selling, c'est écouter son marché et un petit peu l'idée des grandes oreilles, là, et puis influencer son marché. Donc, moi, je crois que le social selling, et principalement LinkedIn en B2B, c'est un très bon moyen de regarder ce que font les concurrents, de regarder la dynamique sur certains marchés, de regarder des publications qui ont lieu sur le marché sur lequel je suis. Donc, ça me permet véritablement d'avoir une veille vraiment de qualité. Et à la fois le commercial, le marketing, les dirigeants de l'entreprise, ça permet effectivement d'être à l'écoute du marché. Et on peut influencer quand on arrive à se constituer une audience. Si j'arrive à avoir effectivement un nombre d'abonnés de mon persona, donc vraiment celui que je vise, hein, parce que si j'accepte tous ceux qui me demandent et qui n'ont aucun lien avec mon activité, du coup, mon LinkedIn ressemble à mon Facebook. Et donc, par contre, si c'est un outil pro et que je veux utiliser, je n'accepte et je ne vais chercher que des clients cibles idéaux qui vont s'abonner à moi, pour lesquels je vais avoir une stratégie de contenu. Et donc, derrière, je vais pouvoir effectivement construire une audience. Moi, je crois que les vraies clés de succès du social selling, c'est en un, former les commerciaux à des pratiques nouvelles. Donc, c'est les coacher, les former à utiliser LinkedIn, à utiliser du coup les réseaux sociaux comme un outil de prise de parole, puisqu'en fait, la marque devient l'humain. Donc, en fait, aujourd'hui, les commerciaux, le dirigeant de l'entreprise, sur LinkedIn, représente son entreprise. La page entreprise en soi, il faut l'animer, elle a une certaine dynamique, elle me permet de faire atterrir sur cette page certains contenus que je vais poster, mais on ne peut pas dire que les pages entreprises, elles performent. Et donc, par contre, on peut performer par son profil individuel qui s'adresse à un individu. Donc, en un, formation aux usages de ces outils-là, faut pas non plus, je veux dire, on va pas faire 500 ventes la semaine prochaine avec LinkedIn. Par contre, on peut influencer, écouter son marché. Et quand on maîtrise LinkedIn, par contre, on peut faire des segments, ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'outil Sales Navigator, de liste d'opportunités prioritaires. Si aujourd'hui, effectivement, je vais sur un poste qui est sur mon marché, par exemple, je donne un exemple, je suis dans l'industrie. Il y a une étude qui sort sur l'industrie. Dans cette étude, beaucoup de gens l'ont liké, beaucoup de gens ont commenté. Mon travail du commercial 3.0, c'est d'aller voir ce que ça donnait en termes d'influence sur cet article qui ne m'appartenait pas. Je regarde qui a liké et je vois que dans ces comptes-là, il y a des opportunités commerciales pour moi. Et je vais glisser ces opportunités dans une liste qui est prospect à suivre. Et je vais comme ça segmenter du coup des opportunités de mon écoute des réseaux sociaux. Et c'est à partir de cette connaissance que je vais pouvoir du coup avoir un plan marketing ou un plan commercial pour essayer de décrocher un rendez-vous. Mais le social selling en soi, c'est, il y a aussi beaucoup de rêves autour de ça. Je crois que je reviens à ce que dit Sylvie, c'est écouter son marché, collecter des opportunités que je segmente et que je vais utiliser dans mes actions commerciales, et c'est influencer mon marché quand j'arrive à construire une audience. Voilà, donc il faut apprendre à faire avec, mais d'envoyer aujourd'hui d'une manière très intrusive des messages dans la messagerie d'un prospect, moi je crois plutôt qu'aujourd'hui il vaut mieux réfléchir à une liste de 10-15 prospects et de faire une approche plutôt account-based marketing qui est d'attaquer ce compte en s'adressant aux 4-5 contacts de ce compte qui pourraient décider de travailler avec nous, et là d'envoyer des contenus personnalisés à chacun, au directeur commercial un contenu qui l'intéresse, à la directrice marketing un contenu qui l'intéresse, au directeur de production un contenu qui l'intéresse. Donc voilà, moi je crois plutôt à des stratégies assez élaborées, efficaces, qui ont fait leurs preuves et pour lesquelles j'apporte de la valeur. Je crois que l'intrusif,
Tout le monde doit recevoir, j'imagine, ceux qui sont sur webinaire, des messages intrusifs sur LinkedIn pour lesquels c'est pas toujours bien amené, c'est quand même très push, on n'a pas trop envie de répondre. Par contre, si c'est un contenu qui m'est proposé de lecture qui est lié à un de mes centres d'intérêt et pour lequel, effectivement, je trouve que l'approche est plutôt bonne, j'aurais plutôt envie, effectivement, peut-être de tenter l'aventure du rendez-vous pour échanger. Alors justement, quelle stratégie d'acquisition marketing digital en B2B, quelle est la plus adaptée finalement? Alors, les plus adaptés, alors moi j'ai deux chiffres que j'ai en tête que je trouve intéressants, c'est que 57% du processus d'achat se fait aujourd'hui sur Internet par les acheteurs avant d'avoir un contact avec un commercial. Donc, d'où la naissance de l'inbound marketing et qui pousse beaucoup, c'est qu'effectivement aujourd'hui le processus commercial est en partie digitalisé. L'acheteur ou le consommateur va sur le site Internet, se rassure de la marque, se rassure des contenus qui lui parlent et qui répondent à ses problématiques, et il va sur les réseaux sociaux. Donc en un, le parcours est digitalisé. En deux, un chiffre aussi qui est intéressant, c'est que 67% du temps des commerciaux est encore consacré à la prospection dans le dur ou à de l'administration. Alors qu'en fait, on devrait complètement changer ça. C'est le commercial doit devenir un expert et devrait passer son temps à construire des propositions de qualité qu'on souhaite, et donc passer moins de temps dans le dur. Et comme effectivement une grande partie du parcours de prospection se fait sur le digital, on devrait consacrer au niveau du marketing des moyens en inbound marketing, on va en parler, pour attirer à soi plutôt des opportunités parce qu'elles vont assez naturellement sur le web. Alors dans les stratégies, on en a plusieurs. Il y a l'inbound marketing. L'inbound marketing, donc c'est piloté à 70% par le marketing et 30% par les commerciaux qui vont traiter les leads. L'inbound marketing, c'est attirer à soi des prospects idéaux par des publications de contenu que j'ai poussées sur mes réseaux sociaux, mon blog, mon site internet, qui répondent aux problématiques de ce qui empêche de dormir la nuit mon client idéal. En fait, c'est vraiment très tourné client. Et l'objectif, c'est qu'il vienne lire ces contenus qui l'intéressent fortement, de l'engager par des techniques de boutons d'action, de landing page, de pages de destination que les auditeurs qui sont avec nous doivent du coup aussi remplir des fois pour télécharger un livre blanc. Et donc, je vais collecter de la donnée déclarative remplie dans le formulaire, comportementale de la navigation qu'il fait, je vais savoir les pages qu'il a lues, et donc je vais pouvoir continuer à lui fournir du contenu plus personnalisé, le scorer et le livrer dans les mains d'un sales. C'est la digitalisation d'une partie du processus commercial. C'est ça qu'on appelle l'inbound marketing qui va du contact à la vente, plutôt bien mené, plutôt en vogue et qui fonctionne bien dans des secteurs pour lesquels j'ai un parcours d'achat cycle long et pour lequel j'ai une capacité d'évangélisation. Je peux, par le contenu, répondre aux problématiques de mon client et dans des contenus de prise de considération, promouvoir mes expertises métiers. Si je suis dans de l'e-commerce, on est plutôt dans de la communication de produits, donc je vais plutôt être dans du réengagement de panier client ou dans du retargeting, je vais être un peu moins dans l'inbound marketing. Ça, c'est une vraie stratégie qu'on porte et qui est tendance, qui marche bien. Il y a aujourd'hui une nouvelle stratégie qui est naissante en France, qui est très développée aux États-Unis, qu'on pousse beaucoup. Nous, on est leader en France, on est la référence, c'est l'account-based marketing, c'est se concentrer sur des listes de clients stratégiques. Là, en fait, je vais diffuser des contenus personnalisés à chaque contact d'un compte que je veux décrocher et pour lequel je veux décrocher un rendez-vous. Donc, du coup, c'est vraiment je dirais que c'est de la microchirurgie. Moi, demain, je suis une agence, je veux travailler avec un compte. Par exemple, je veux travailler avec, je pourrais avoir envie de travailler avec Cdiscount. Je veux travailler avec Cdiscount et je vais attaquer ce compte sur l'ensemble des contacts qui pourraient décider de travailler avec moi. Donc, ça peut être le directeur marketing, la chef de projet, le DSI, etc. Et je vais aborder chaque compte par des messages différents. Ça peut être un email, ça peut être un message sur Sales Navigator, ça peut être un contenu courrier, ça peut être une box qui est envoyée. Et je vais travailler chaque contact pour aller chercher un rendez-vous. Et le but, c'est de montrer mon expertise, de répondre à leurs problématiques. Mais là, j'attaque des contacts d'un compte. Donc, c'est de la microchirurgie. Quand je fais des lignes de marketing, je suis un peu plus large sur mes clients cibles. Mais dans tout ça, encore une fois, je parle beaucoup de stratégie ce matin, il faut une stratégie multicanale. C'est-à-dire que l'enjeu majeur aujourd'hui des entreprises et d'une stratégie commerciale bien pensée, c'est traiter toutes mes sources d'opportunités. C'est-à-dire qu'en fait, si je produis du contenu à valeur ajoutée, il doit irriguer l'ensemble de mes canaux. Ça peut être mes prescripteurs, parce qu'ils représentent 20% de mon chiffre. Ça peut être les réseaux sociaux, parce que je suis en conquête. Ça peut être des participants à salon.
ça peut être tous ceux qui viennent sur mon blog. Et donc, je dois irriguer l'ensemble de mes canaux et je dois en oublier aucun. Et c'est ça l'enjeu majeur du commerce d'aujourd'hui, c'est que le client choisit le canal qu'il a envie. Moi, j'ai un client, par exemple, en ce moment, il me communique sur Messenger, ce qui, du coup, est plus compliqué à gérer au milieu professionnel B2B. C'est son choix. Et donc, il faut que sur chaque canal, j'arrive à apporter de la valeur et j'arrive, du coup, à traiter l'ensemble des leads d'une manière efficace en apportant de la valeur de contenu et en le mettant dans la main des commerciaux, des opportunités chaudes, qualifiées, qui vont pouvoir traiter plus facilement et avec les outils modernes du commerce, améliorer mon taux de transformation. On arrive tout doucement vers la fin de ce rendez-vous qui est passionnant, on en prend beaucoup de choses. Mais avant de conclure, je souhaiterais revenir sur deux sujets que l'on a un peu survolés, Michel, c'est l'offre et l'attitude des commerciaux dans ce contexte. Alors, oui, alors l'offre, moi, je pense que du coup, le discours purement produit, je pense que c'est mort. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui vous appelle et qui vous déroule ce qu'il a déroulé aux 10 clients d'avant et puis qui est purement produit, c'est compliqué. Et donc là, ça pose le vrai souci du rôle du commercial. Et donc, ça demande aussi à ce que les commerciaux montent en niveau 3.0. Donc, 3.0, c'est la pratique. Mais aussi, pour moi, le commercial, c'est lui aujourd'hui qui crée la valeur de l'offre. La perception du client sur la valeur, c'est le commercial qui la crée. Donc, en fait, il faut, je pense, travailler ce sujet-là, travailler la création de l'offre par le commercial. Et c'est vrai que la différence d'une offre entre un fournisseur et un autre, des fois, elle est toute relative. La vente à distance ne favorise pas cette différence. Il y a moins d'émotions, il y a moins d'échanges personnalisés tels qu'on en avait en ce moment. Du coup, la différence de l'offre, elle passe moins du coup par l'émotion. Donc, il faut accompagner le commercial et réfléchir à sa création de valeur autour de l'offre. Il faut qu'il s'adapte sur l'offre dans le contexte, on en a parlé, pardon. Donc, travailler son marketing de l'offre, ça c'est un enjeu fort. Construire une réputation d'expert sur le digital. Donc, il faut que la prise de parole du marketing, c'est une bande marketing, vienne démontrer et rassurer les prospects sur l'expertise que vous avez. Et ensuite, il faut former les commerciaux. Il faut qu'ils apprennent à créer cette valeur. Ça, c'est, je pense, vraiment des enjeux majeurs. Quand vous disiez on rentre plus par le produit, ça veut dire quoi très concrètement? On rentre en contact avec un prospect, bien entendu, pour un commercial. Il n'arrive pas par le produit, mais il peut arriver par en quoi puis-je vous être utile, en quoi puis-je vous rendre service, d'autant que grâce à l'information récoltée en amont, il sait exactement quels sont à peu près les besoins du client. C'est par cette approche-là? Oui, exactement. En fait, ce qu'on demande aujourd'hui au marketing, c'est d'être moins produit et moins on est les meilleurs, on est là depuis 150 ans. Aujourd'hui, le client final, ce qu'il veut savoir, c'est ce que vous répondez à ces problématiques. Je dis souvent que le marketeur doit devenir un peu commercial et le commercial doit devenir un peu marketeur. C'est que le marketeur, il doit comprendre aussi que lui doit répondre aussi à ce qui empêche de dormir la nuit son client. C'est son métier et lui doit créer de la valeur de l'offre autour de ça. Et donc, il a cette casquette-là qui est un peu nouvelle. Il doit travailler sur plusieurs champs. Et donc, c'est extrêmement important qu'il prenne aussi ces enjeux-là et les enjeux du marketing. La question sur l'attitude, quelle attitude doit adopter le commercial dans ce contexte, je dirais, pas très simple en ce moment? Moi, je pense qu'effectivement, le contexte alors, il est compliqué dans la relation à l'autre. Je vous disais, on capte quand même moins d'émotions. Et le commercial est quelqu'un qui vit de l'humain. Le commercial, ce qu'il aime, c'est être en clientèle, rencontrer les clients, créer du lien. Et donc, c'est important. Il y a aujourd'hui des nouvelles méthodes. Vous connaissez le SONCAS, pour ceux qui font du commerce. Et il existe une méthode qui s'appelle la méthode DISC, qui est portée par Christophe Mann chez nous, qui pilote le centre de formation. En fait, c'est un outil d'évaluation psychologique qui donne 4 styles de personnalité. On a le rouge, qui est plutôt dominant, rapide, fonceur, énergique. On a le jaune, qui est plutôt influent, plutôt communicatif, qui est très enthousiaste, etc. On a le vert, qui est plutôt calme, coopérant, etc. Et puis, on a le bleu, qui est plutôt le DAF, qui est plutôt réservé, prudent, réfléchi. Moi, je trouve que c'est hyper important aujourd'hui de, retravailler la compréhension de l'autre. Alors, ça sert d'ailleurs dans la relation dans l'équipe, parce que ça permet de mieux comprendre ses collègues. Quelqu'un qui est DAF, très clairement, si vous allez toucher les formules de son tableau Excel, ça va mal se passer.
Donc, on va plutôt éviter. Donc, je donne ces exemples-là. Moi, je trouve que ça permet, du coup, une meilleure connaissance des profils qu'on a en face et ça rechallenge les commerciaux sur cet enjeu fort qui est d'adapter la compréhension de son client avec moins, du coup, de relations physiques. Et donc, il faut s'adapter au contexte anxiogène du client à travers une meilleure compréhension de sa personnalité. Si, du coup, vous avez un client qui est très bleu, bah, il va demander à ce que la propale soit au cordeau, un tableau, des KPI, etc. Si vous avez quelqu'un, effectivement, qui est dominant rouge, qui, du coup, je dirais, peut vite monter en colère sur un truc qui serait mal fourni, bah, vous êtes très précis et puis bah, vous êtes à l'heure et puis vous ne dépassez pas de l'horaire. Si vous avez quelqu'un qui est vraiment dans le consensus, bah, il va apprécier que vous parliez d'alignement des équipes et parler des équipes. Si vous êtes dans quelqu'un qui est plutôt jaune, il va apprécier la petite blague, etc. Donc moi, je pense que dans le contexte, la vente, c'est tout ça. Si on se dit juste, on va digitaliser le processus commercial et je vais m'équiper d'une CRM et puis c'est parti, on fait tout, ben non, c'est à la fois de la strat, à la fois un outil qui peut permettre d'être performant, mais il ne faut pas oublier que le commerce est de l'humain. Et donc, il faut s'adapter au contexte anxiogène du client, c'est important. Il faut faire preuve d'empathie dans l'attitude qu'on doit avoir en ce moment. C'est tous ensemble. Et donc, on va relever le défi avec vous, monsieur le client. Il faut répondre à une question, j'en ai parlé, c'est qu'est-ce qui empêche le client de dormir la nuit? Donc ça, c'est un enjeu majeur que le commercial doit aussi s'approprier. Et c'est donner des perspectives aux clients et des solutions. Et donc, moi, c'est un peu ça que je mettrais dans les attitudes du moment. Et derrière, il y en a d'autres. Hein. Créer la confiance. Donc, créer la confiance, c'est des références clients. J'évoquais tout à l'heure l'idée peut-être de se dire, je vais travailler sur des cas clients que j'ai déjà et je vais plutôt travailler dans ce segment avec peut-être une BU. Voilà. Peut-être pas oublier la raison d'être de l'entreprise. Si vous êtes une entreprise avec une raison d'être assez forte, qui du coup travaille beaucoup sur l'écologie, qui travaille beaucoup sur la RSE, ça peut aussi faire emporter la vente dans un contexte pour lequel tout le monde a besoin d'être assuré. Moi, je dirais attitude d'aider et de sincérité. Et puis, il faut peut-être se préparer à renégocier des échéances de contrats plus courtes. Et donc, c'est tous ces enjeux-là de l'attitude du commercial qui fait qu'il doit être accompagné par sa direction générale en ce moment, qui doit être accompagné par le marketing, mais il doit aussi prendre les enjeux du moment. Les enjeux qu'on se décrit, il doit les prendre en main, il doit être challengé sur la meilleure compréhension de ses clients, utiliser des outils plus modernes pour un meilleur suivi, et puis adapter, j'ai beaucoup parlé, contextualiser, adapter le plan d'action, je crois qu'on est là. Dernière question, Michel Brébion. On le sait, vous êtes un expert reconnu en stratégie d'acquisition de prospects. J'aimerais qu'on aborde un point. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est masqué souvent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème d'expression. Et pardon, je suis quelqu'un du Sud, donc je parle beaucoup avec les mains en ce qui me concerne. Mais j'aimerais qu'on parle du décodage gestuel dans la vente. Alors, le décodage gestuel est une pratique, je trouve, assez oubliée de tous les manuels et puis assez oubliée des techniques. Moi, j'avais une phrase que je trouve intéressante, c'est que le geste, c'est le décor de la parole ou l'émanation silencieuse de la pensée. Donc, c'est vrai que on peut apprendre beaucoup de choses. On parle des fois de psychomorphologie qui est importante. Alors, on peut s'en donner quelques-unes. Par exemple, si je croise les bras, ça montre souvent un déficit de confiance. De confiance en soi. Donc ça, c'est un élément qu'on peut décrypter. Si je me frotte le menton en disant à mon client que oui, il sera sans doute livré dans les 3 jours, je ne vais pas vraiment donner confiance à mon client. Alors, on a dit en plus qu'il fallait être sincère aujourd'hui. Donc voilà, si votre interlocuteur regarde ses collègues avec un regard d'intérêt, c'est peut-être qu'il est en train de leur dire indirectement par le regard, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et dans ce cas-là, dans l'attitude commerciale, il faut intégrer l'ensemble des gens qui sont présents à la réunion pour que ça soit une décision collégiale. Il s'adresse aux autres. Si les yeux ne vous fixent plus ou pas, c'est qu'il y a soit un sentiment de gêne sur ce que vous dites, soit un refus de poursuivre le dialogue. Si votre interlocuteur, au bout de 20 minutes, prend son portable alors que vous êtes en train de lui présenter la proposition commerciale, il va falloir changer le rythme ou aller plus vite. Il y a quelqu'un qui est intéressant, alors là c'est juste pour la petite anecdote qui est rigolo, c'est Fabien Olicard, Olicard, qui a décodé les gestes d'Emmanuel Macron sur YouTube. J'ai regardé ça parce que la gestuelle m'intéresse d'une manière générale au commerce, mais ça m'intéresse d'une manière générale. Et c'est assez rigolo parce qu'il fait avec humour. Et on y apprend aussi des choses qui pourraient se répliquer sur une attitude commerciale. J'ai trouvé ça plutôt rigolo pour la petite anecdote de cette matinée.
Ouais, allez voir, c'est effectivement assez intéressant ce décodage par Fabien Olicard. Il nous reste quelques minutes, Michel, on va répondre à quelques-unes des questions qui sont arrivées. Et pour ça, il faut que je mette mes lunettes parce que j'y vois pas très bien. Et c'est la question, on va prendre celle de Maxime qui nous dit: quid des nouvelles approches clients? Les webinars et les livres blancs mis à disposition sur notre site sont-ils la nouvelle panacée ou est-ce déjà dépassé? Moi, je crois qu'en fait, merci pour la question. Là, on parle de support, hein, donc le livre blanc, l'article de blog, le webinar, ce sont des supports. Ce qu'il faut, c'est que ça soit travaillé en campagne. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas réinventé le marketing. Le marketing travaille déjà par campagne de com. Aujourd'hui, on va travailler par campagne de contenu. Donc, si vous visez du coup un client, vous allez travailler un sujet clé dans une campagne. Et ce sujet clé va être décliné avec un livre blanc, des articles de blog, une infographie, peut-être un webinar qui fera un très bon replay et un très bon article supplémentaire. Et vous allez capter comme dans une toile d'araignée ce prospect et vous allez lui amener des réponses à ses questions pour l'emmener dans les mains des sales. Donc, ce n'est pas de la panacée, ça marche. On en fait un ce matin avec effectivement un très très bon score d'audience. Mais ce qui est intéressant dans le webinaire qu'on fait, c'est qu'il va s'inscrire dans une campagne avec un article de blog, un webinaire à télécharger et on essaie de répondre à des questions qui vous intéressent puisque vous êtes avec nous aujourd'hui. Donc, c'est une manière de vous capter et de vous proposer peut-être demain des formations commerciales ou un accompagnement plus large sur le l'inbound marketing. Donc, c'est un support, mais qui rentre dans une campagne globale. Et c'est ça qu'il faut travailler. Si je fais juste un one-shot, j'aurai peut-être des résultats, mais je pourrais être un peu déçu. Une question d'Alban, mais elle est un peu technique, donc peut-être on va vous répondre plus rapidement, mais je la pose quand même parce qu'il nous dit quel est l'outil qui s'intègre dans l'écosystème? C'est-à-dire que si nous sommes sous Microsoft, il faut prendre Microsoft Dynamics. Alors là, quand je suis dans Microsoft, effectivement, j'ai du coup Microsoft Dynamics qui est intégré. Donc, c'est une CRM effectivement qui fonctionne. Mais je pourrais aussi me brancher à une autre CRM. Donc, en fait, moi, ce que je pense sur ces sujets-là, qu'on a souvent, on traite beaucoup de ces cas-là, je pense que ce qui est important, c'est de voir quel va être l'usage de la CRM, quels sont les enjeux que vous avez dans votre entreprise, quels vont être le nombre d'utilisateurs, quelle est la CRM qui répondra le mieux aux commerciaux. Et à partir de là, peut-être que Dynamics le fait, mais peut-être qu'on aura besoin aussi d'une brique demain marketing automation et est-ce que cette brique s'intégrerait bien avec la CRM? Non. Il faut reposer le sujet des outils par l'usage et pas par obligatoirement la suite que j'ai. Mais c'est vrai que les DSI vont avoir tendance à vouloir rester dans un univers, bon, pour des raisons de sécurité de données. Moi, je repose quand même le sujet de ce qu'on va faire avec le marketing, ce qu'on va faire avec le commerce, parce que comme je le disais, on doit aller du contact à la vente. Et pour aller du contact à la vente, il est nécessaire que les outils soient alignés. Maintenant, tout se connecte, hein, il n'y a plus de soucis, même si je prends une autre marque, je n'ai pas de problème aujourd'hui technique, les connecteurs sont plutôt assez bien construits. Une question de Maxime qui nous dit, mis à part la méthode de disque, quelles autres méthodes suggérez-vous? Et puis, avez-vous aussi des recommandations de lecture? Alors, il y a un livre très très bien de Frédéric Bonneton sur la négociation émotionnelle, qui est vraiment un livre que je trouve intéressant, puis la forme du livre est intéressant. Moi, je pense qu'il y a un livre de Stéphane Truffem qui est sur l'inbound marketing, alors qui s'adresse aux marketeurs, mais je trouve que les commerciaux doivent le lire. Je trouve que ça fait partie effectivement des sujets. Alors, dans les méthodes, si vous voulez, alors il y a la méthode 10, mais il y a aussi des formations qu'on a au catalogue qui sont intéressantes, qui viennent aussi challenger les commerciaux. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense sincèrement que dans la période où on vit, il y a des budgets formation qui existent, hein, donc ils sont là. Je pense que c'est certainement le bon moment pour venir, parce que les commerciaux ont besoin d'un accompagnement. Ils ont besoin d'être challengés, ils ont besoin de se retrouver. Donc, il y a, au-delà des méthodes, disques, etc., des formations. Nous, on a une formation avec un acteur, par exemple, qui vient, et du coup, qui vient challenger un peu les commerciaux, qui vient les faire s'exprimer. Et le but, c'est qu'ils repartent avec des outils, des méthodes et une confiance en eux. Et donc, voilà, je pense que la formation devrait être, en tous les cas, dans le périmètre des directions générales, un enjeu majeur là, de cette période et de la rentrée 2021 pour, du coup, venir donner un peu de l'eau au moulin et puis rechallenger, rebooster les équipes. Je pense qu'il faut y aller, c'est fort. Et on va prendre la toute dernière question. Elle vient de Dario qui nous dit, le cycle de vente est-il plus long avec l'inbound marketing? Alors, le cycle de vente, vous avez raison, l'inbound marketing est un cycle un peu plus long. Par contre, il va durablement vous référencer en tant qu'expert sur le web et donc durablement, vous allez avoir une lead gen après qui tourne régulièrement. Donc, au début, forcément, si vous avez un blog, un site pour lequel il n'y avait pas de parution,
le temps qu'on produise les parutions, etc. Donc, ce qu'on va faire, pour être efficace, on va faire ce qu'on appelle chez nous des quick wins. Par exemple, si on fait une campagne webinar avec un petit budget LinkedIn pour le promouvoir sur la cible que vous cherchez, vous aurez comme nous une centaine de participants. Mais vous voyez, c'est une campagne. Mon webinar, c'est un webinar avec, je l'espère, de la promotion pour y participer, du LinkedIn avec un petit budget pour faire venir la cible dessus, et derrière, un article de blog, un replay pour continuer à engager. Et donc, j'ai créé une petite campagne. Ça, c'est un quick win. Mais je peux aussi reprendre une partie de vos abandonnistes dans l'entreprise avec qui vous n'avez pas travaillé depuis un certain temps. Imaginez un email très percutant et rédiger un contenu dédié à ces abandonnistes parce qu'il y a une actualité dans votre métier. Et on pousse ça et on fait réagir peut-être 10% des abandonnistes. Donc, en fait, on reste dans du marketing. Donc, il y a ce qu'est quick win. Et puis, il y a la démarche plus longue de lead gen. Moi, j'ai la chance d'avoir jamais démarché un client pour mon entreprise. Et on a une lead gen récurrente. Et on est en très forte croissance tous les ans. Et donc, ça existe, ça met un temps au démarrage, mais on va peut-être aussi se dire que sur votre entreprise, on va travailler sur des comptes stratégiques au démarrage parce que vous êtes sur un marché de niche et c'est plus efficace. Donc, c'est tout ça qu'il faut poser en termes de strat. Et donc, voilà, on propose des audits qui sont là pour ça aussi, pour du coup échanger avec vous et puis vous guider. On est organisateur d'un événement international qui s'appelle Inbound Marketing France. Donc, il y a un site dédié de l'événement pour lequel il y a beaucoup de contenu dans le blog aussi et une chaîne YouTube avec des vidéos. Donc, je vous invite aussi à aller voir aussi tous ces échanges. On travaille avec beaucoup d'experts en France sur le marché. Et donc, du coup, voilà, on essaie aussi d'être très altruiste et puis de partager des pratiques. En tous les cas, ça nous fait plaisir. Michel, pour finir, je vais reprendre cette question parce qu'elle me plaît beaucoup, celle de Maxime qui nous dit: que faire des prospects qui font le mort? Alors, sur les prospects qui font le mort, alors du coup, il y a véritablement, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, retravailler du coup la méthode de vente. Un prospect qui fait le mort, il faut savoir pourquoi. Est-ce qu'il a ouvert ma proposition? Est-ce que j'étais bon dans l'entretien? Donc, il faut aussi savoir se remettre en cause et être assez humble sur les pratiques qu'on a. Donc, l'intérêt du pipeline de vente, c'est de se dire où est-ce que j'ai des points de douleur au commerce. Si mon taux de transformation est pas bon, j'ai un problème. Est-ce que c'est un problème de prix? Est-ce que c'est un problème de présentation? Est-ce que c'est un problème de discours commercial? Je l'améliore. Et après, si on prend plutôt des clients perdus, parce que du coup, mon offre ne répondait pas, sur un changement d'offre, il faut les réactiver, essayer de retravailler. Donc, il faut que je sois dans une démarche très dynamique avec le marketing, avec des actions quick win, avec de la méthodo, avec des KPI. Et il faut mesurer là où ça ne fonctionne pas bien et améliorer mon processus, changer ma présentation commerciale, changer peut-être la présentation du prix qui ne passe pas, changer le mode de signature du bon de commande. Donc voilà, on se remet en cause, on avance, on est dans une dynamique et on corrige systématiquement là où je pense qu'il y a un levier d'amélioration. Alors, on vous a dit beaucoup de choses. On va s'arrêter là parce que ça fait 1 heure qu'on est ensemble et on vous a donné beaucoup d'informations. Je crois que de toute façon, ce webinaire sera disponible dans quelques jours sous forme de replay et vous pourrez continuer. Mais je voudrais juste terminer là-dessus, Michel. On a secoué un petit peu tout le monde dans les méthodes, dans la stratégie, dans les outils, dans l'attitude, dans la gestuelle. Ça mérite réflexion. Et j'ai juste envie de vous entendre dire, si c'est vrai ou pas, est-ce qu'il faut le prendre, ce temps de réflexion, aujourd'hui, au lieu de courir à tout prix derrière son tableau et son chiffre d'affaires? Est-ce que ce temps de réflexion sur une stratégie, une évolution de la stratégie, c'est pas un investissement sur l'avenir finalement? Vous avez complètement raison. Alors, il faut quand même poser la temporalité. Il y a sans doute une nécessité d'être efficace parce que du coup la conjoncture est là. Moi je pense que par contre il ne faut pas justement, ta question est très pertinente, il ne faut pas se dire je reprends comme on faisait avant, donc l'offre est la même, ma méthode est la même et puis voilà, c'est plus dur, du coup j'ai demandé aux commerciaux d'appeler des listes, ça ne marchera pas. Donc sans passer une semaine à tout redessiner et puis là du coup ne plus être au commerce, c'est un peu ce que je disais. On fait un peu marche arrière, on repose comment on est aligné au commerce, on repose quels outils on a pour être efficient, quelle stratégie on va privilégier à cette rentrée du coup en termes d'opportunités clients et aller plutôt sur ce qui pourra aller vite et se signer facilement, peut-être l'upsell, peut-être quelques comptes stratégiques. Et donc je me repose, je passe pas trop de temps non plus. Un A4 pourrait suffire pour redéfinir le plan. J'anime, j'engage les équipes et puis je donne des clés aussi pour avancer. Mais effectivement, on doit être dans cette dynamique. Merci beaucoup, Michel Brébion. Je rappelle que vous êtes le CEO de l'agence Winbound, experte donc en stratégie d'acquisition de prospects. J'aime beaucoup cette stratégie d'acquisition de prospects plutôt de clients. Et vous dirigez également le centre de formation des commerciaux 3.0 au sein de Winbound Sales. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bien entendu, vous pourrez
revoir, hein, parce qu'il y a énormément de choses. On l'a vu en préparant ce rendez-vous. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir.